Bonsoir à tous. Alors d'abord, je voudrais, comme hier, dire que je remercie le Conseil général au nom de l'espace Marcel Carnet, Conseil général de l'Essonne, qui soutient cette semaine de la science. Il n'y a pas tellement de structures qui la soutiennent, donc c'est bien qu'il reste ça. Et aussi préciser que le parking du centre commercial ferme à 21h et qu'il est impossible de récupérer un véhicule à la fin du débat. Mais il paraît qu'entre 21h et 21h15, vous avez encore vos chances. Si votre voiture est dans ce parking, vous pouvez la récupérer. Bien. Alors, je suis particulièrement heureux de... Prenez vite, hein. Prenez vite. France avait donc tout à fait raison. C'est la preuve que... Voilà. Alors, je suis particulièrement heureux d'accueillir évidemment Étienne Klein. Peut-être pour vous présenter, je vais vous dire tout ce qu'il fait, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est sans doute le physicien aujourd'hui le plus important en France, parce qu'il est professeur de physique et en même temps de philosophie des sciences à l'École centrale de Paris, qui dirige un laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, Centre d'énergie atomique, et puis il est l'auteur de très nombreux ouvrages. Alors j'en ai quelques-uns devant moi. Moi je me suis appuyé sur des ouvrages, il m'a dit mon beau garçon, tu retardes de 20 ans, parce qu'il avait travaillé sur le temps, et on peut dire que le temps, dont on va pas mal parler, le temps en physique, mais aussi le temps en philosophie, c'est une spécialité d'Étienne Klein. Hélas, il y a deux livres qui ne sont pas ici, et qui sont pourtant des livres très intéressants, dont je vais pourtant parler, qui s'appelle En cherchant Majorana, le physicien absolu, qui est paru aux éditions des Équateurs en 2013, et Le Monde selon Étienne Klein, qui sont ses chroniques radio. Ces deux livres sont actuellement épuisés, mais vont être réédités en poche. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et alors d'abord sur la question du temps, puisqu'on va parler du temps, bien sûr. Bon. Sur le temps, voilà. Le temps existe-t-il? C'est une petite pomme du savoir, c'est tout petit, et c'est très très facile à lire. Le temps qui passe, c'est un petit peu plus difficile à lire, c'est des petites conférences. Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, c'est chez Flammarion. Allons-nous liquider la science? C'est autre chose. Galilée et les Indiens. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Et puis, alors de lui, je vous conseille aussi, il y a énormément de livres, hein, évidemment. Ils sont tous ici, et vous pouvez les acquérir à la fin, et Étienne Klein se fera un plaisir de vous les signer. Vous avez L'atome au pied du mur et autres nouvelles. Nous parlerons de ce livre, parce que c'est formidable de voir un scientifique raconter des nouvelles comme un écrivain de littérature, et pour nous faire comprendre comment des problèmes scientifiques se posent. Anagramme, renversement ou le sens caché du monde, c'est chez Flammarion. D'où viennent les idées scientifiques? Tout petit livre. Et puis, alors, il y a ce livre, Il était cette fois la Révolution, Albert Einstein et les autres, très pédagogique, facile à comprendre. Et puis, alors les conversations avec le Sphinx, c'est ancien, mais oui, c'est le premier livre qu'il a fait. C'est les paradoxes en physique. Donc c'est de la physique vraiment très fondamentale. Et puis, pour parler des nanotechnologies, le Small Bang des nanotechnologies. Là, j'ai quelques petits échantillons, comme vous voyez, de ce qu'il a fait. En fait, il est à la tête d'une 35-40 bouquins. Et il a participé à ce livre qui est La science en jeu, qui n'est pas mal. Bien que ce soit un livre collectif, je vous le conseille, parce que c'est une interrogation vraiment très profonde sur la science. Et c'est intéressant de voir un philosophe dialoguer avec un physicien. Et là, c'est le cas. Mon ami Jean-Michel Beignet, qui est déjà souvent venu à la semaine de la science, avance des choses, et aussi Heinz Wiesmann, très intéressantes. Et je trouve que dans la juxtaposition de leur point de vue, il y a vraiment quelque chose de très riche. Alors très souvent, on imagine les physiciens comme des gens un peu inadaptés, chroniques, perdus dans un monde de chiffres et un peu éloignés de la réalité. Ça commence bien. Et Étienne Klein ne correspond absolument pas à ce cliché, vous l'avez deviné, parce que du département de la matière du CEA et de son enseignement de l'école centrale, on peut dire qu'il est gourmand de littérature et qu'il quitte très volontiers ses formules ésotériques, vous allez le voir ce soir, pour se lancer dans la vulgarisation et réfléchir aux implications philosophiques de sa discipline. Dans l'unité de la physique, par exemple,
il analyse la propension qu'ont les humains à vouloir expliquer l'ensemble des faits de la nature par une même loi, une théorie du tout qui mettrait un point final à tout savoir possible. Et je voudrais commencer par ça avec lui, avant d'arriver sur le temps. Qu'est-ce que c'est que cette quête d'une théorie générale? Au fond, on peut comprendre que l'humanité ait toujours eu cette envie. Et comment est-ce que toi, tu t'affrontes à cette envie, à ce désir d'avoir une science du tout général? Bon, d'abord, bonsoir à tous. Je veux d'abord dire que j'étais ravi d'être là ce soir et je vous remercie pour l'invitation. J'aime beaucoup la semaine de la science de l'espace Marcel Carné. Je suis venu, je ne sais pas combien de fois déjà. Oh, une douzaine de fois. Ouais, bon, je ne suis pas venu l'an dernier, j'ai eu un empêchement, mais c'est une manifestation que j'aime beaucoup et je suis ravi d'avoir une carte blanche. On va voir ce qu'on va en faire. Et c'est pour moi un grand honneur. Alors, pour répondre à la question d'Antoine Spire, la théorie du tout, c'est une expression qui a été forgée par des physiciens américains dans les années 70. Et en fait, ça vient du fait que la physique contemporaine, elle s'appuie sur deux piliers qui sont très solides, chacun sur son propre socle, mais qui ne sont pas compatibles l'un avec l'autre. Et si on veut décrire l'univers dans ses phases les plus primordiales, c'est-à-dire l'univers tout de suite après le Big Bang, ou juste avant ce qu'on appelle le mur de Planck, il faudrait avoir une théorie physique unique permettant de décrire ensemble les quatre forces de la nature. Parce que les deux piliers dont j'ai parlé sont l'un, un pilier théorique qu'on appelle la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation qui a été formulée par Einstein après des années de labeur en 1975, donc c'est une théorie qui a 100 ans. Et c'est une théorie qui décrit la gravitation, qui est la force qui domine à grande échelle. Donc c'est la force qui domine à l'échelle cosmologique, par exemple. Et puis il y a trois autres forces, qui sont les forces nucléaires, il y en a deux, une faible et une forte. Et puis il y a une troisième force, qui est la force électromagnétique, qui elles sont décrites dans un même cadre théorique, qu'on appelle les théories de jauge, un peu compliqué, c'est ce qu'on appelle la physique quantique, de façon plus générale. Et voilà, on a deux piliers, la gravitation décrite par la relativité générale, les trois autres forces qui sont décrites par la mécanique quantique. Alors la mécanique quantique et la relativité générale sont des théories incompatibles. Par exemple, l'espace-temps qu'utilise la mécanique quantique, c'est l'espace-temps habituel de la relativité, c'est-à-dire c'est un espace-temps qui est statique, qui est rigide, qui est une sorte d'arène fixe dans laquelle se déroulent les événements. Alors que l'espace-temps de la relativité générale, c'est un espace-temps qui est lui-même un objet physique. Il est dynamique, il peut se courber, il peut se déformer en fonction de ce qu'il contient, en fonction des événements qui ont cours en son sein. Donc il n'a pas du tout le même statut que l'espace-temps de la physique quantique. Et donc quand on veut décrire l'univers primordial, il faut réussir à mettre dans le même sac théorique ces deux socles différents. Et on n'a pas réussi. Enfin, il y a des pistes, évidemment. Peut-être que vous avez entendu parler de la théorie des supercordes ou des choses comme ça. Il y a des pistes théoriques, mais on n'arrive pas à savoir laquelle est la bonne. Et toutes conduisent à des difficultés théoriques, mathématiques, des théories pour voir si ce sont les bonnes ou pas, parce que la physique, ça reste une discipline expérimentale. Et donc un jour, il faudra bien avoir des informations venant de l'expérience pour voir si telle idée est bonne ou telle autre idée ne l'est pas. Et ça, c'est un énorme travail. Et nos conditions expérimentales, c'est-à-dire les conditions physiques qu'on peut réaliser en laboratoire, sont aujourd'hui très loin des conditions qu'il faudrait réaliser pour voir si telle piste est meilleure que telle autre. Par exemple, il a fallu à peu près plus de 40 ans pour quasiment tuer une piste théorique qui semble être pourtant très prometteuse en physique, la supersymétrie. La supersymétrie est une nouvelle symétrie qui a été étudiée pendant très longtemps, très esthétique, qui résout plein de problèmes théoriques. Ben, on n'a rien vu avec le LHC, on n'a vu aucune particule prédite par ces théories dans les détecteurs, au point qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que cette théorie est morte. Vous voyez que pour tuer une idée, même une idée qui semble très très bonne, il faut des gros moyens, il faut beaucoup de temps, et c'est ça qui fait que la physique est peut-être un point de la vie vraiment fondamentale, un point de basculement, une croisée des chemins. C'est-à-dire, est-ce qu'on trouvera les moyens expérimentaux de
continuer à tester les idées les plus novatrices, ou bien est-ce qu'on est condamné à avoir des théories physiques qui seraient en fait des conjectures métaphysiques, ou des conjectures ou des métaphysiques mathématiques, si vous voulez, une espèce de théories qui semblent très belles, qui semblent répondre aux questions posées, qui sont peut-être des théories du tout, mais qu'on n'aura aucun moyen de tester, et qui donc planeront au-dessus du réel. Ils seront enseignés par les professeurs à partir de critères purement esthétiques ou subjectifs, sans qu'on puisse garantir qu'elles ont un écho dans le réel. Alors, ce qui est fondamental, évidemment, c'est de croire à l'intelligibilité de la matière. Et au fond, quand on est physicien, on en tient pour cette intelligibilité. Étienne Klein vient déjà de le dire. Et plusieurs niveaux d'organisation doivent être étudiés quand on parle de la matière. Les particules élémentaires, évidemment, les noyaux atomiques, les atomes, les solides, les tas de sable, les étoiles, les galaxies, et même l'univers tout entier. Or, à chaque type d'objet, on peut associer une discipline de la physique. Et la question qui se pose, c'est que dans chaque discipline, il y a des théoriciens, des expérimentateurs, qui sont un peu les deux. Et certains sont portés vers la philosophie, d'autres ils sont un peu allergiques. Et ce qu'on peut dire, c'est que la physique répugne à l'idée que le réel, l'univers, puisse être une mosaïque de parcelles cloisonnées, à l'intérieur desquelles joueraient des lois différentes. Et ce principe d'économie ayant fait ses preuves, il est quand même raisonnable d'espérer étendre la puissance du formalisme et de tenter des rapprochements entre les différentes théories. Et on peut dire que quand on lit Étienne Klein, on a souvent l'impression d'intuition en œuvre pour rapprocher les diverses théories. C'est dans ça que je voudrais que tu parles. Comment te viennent ces intuitions? Bon, alors d'abord, en effet, il y a plusieurs manières d'être physicien. Il y a des expérimentateurs, il y a des théoriciens, il y a des gens qui sont portés vers des questionnements, disons, plus philosophiques, qui essaient de penser ce qu'ils savent, en quelque sorte. D'autres qui, comme l'a dit Antoine Spire, répugnent à cela, considèrent que la philosophie est toujours en retard, et toujours prétentieuse, et se croire autonome par rapport au savoir positif que la science peut donner. Et donc, il y a toutes sortes de physiciens qui ont, vis-à-vis de ces questions-là, des positions qui peuvent être très variées. Alors évidemment, on n'est pas obligé de s'occuper du qu'en dira-t-on, de se soucier de ce que disent les uns et les autres, il faut suivre son chemin. Et en fait, on le suit parfois sans savoir quel chemin on suit. Et c'est quand on devient âgé, ce qui est mon cas, quand on commence de devenir, on se retourne et on dit, mais finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que tous ces bouquins-là qui sont sans doute l'œuvre d'un polygraphe atteint de je ne sais quelle maladie mentale, parce que c'est quand même pas raisonnable d'écrire des livres aussi nombreux. Je me rends compte maintenant, je parle sérieusement, c'est pas normal. Il y a d'autres choses à faire que de passer ses week-ends et ses soirées à écrire. Alors que dans la journée, on a travaillé, on a des enfants, on pourrait jouer au golf. Et qu'est-ce qui fait qu'on joue pas au golf? C'est quand même ça la question. Donc je retourne à la question d'Antoine Spire et je me pose la question, pourquoi n'ai-je jamais joué au golf? Alors, je pense que ça vient du fait qu'un jour j'avais entendu Pierre Desproges dire « Je trouve extrêmement vulgaire, en parlant du golf, cette manière de lancer le cochonnet avec un bâton. » Ça m'avait vacciné. Mais pour répondre plus sérieusement, moi je pense que la physique, notamment celle du XXe siècle, qui est peu enseignée en fait, y compris dans les écoles d'ingénieurs, celle qui démarre avec la naissance de la mécanique quantique en 1900, avec les travaux de Max Planck sur les interactions entre la lumière et la matière, puis toute la formalisation quantique des années 20, qui est un truc absolument hallucinant. Quand on regarde l'histoire et qu'on voit que une poignée de physiciens théoriciens, jeunes, tous, Paoli, Dirac, Schrödinger, Fermi, Majorana et quelques autres, en quelques années, arrivent à fonder un nouveau formalisme qui permet de comprendre l'atome et la façon dont l'atome absorbe de la lumière, émet de la lumière. Puis on voit que dans l'atome, il y a un noyau qui est un objet qui subit des forces nouvelles, les forces nucléaires. La vitesse avec
laquelle les gens arrivent à comprendre ce nouveau monde est quelque chose d'assez impressionnant. En plus, on a fait des découvertes, donc c'est peu de révolutions en physique. Au XXe siècle, il y a eu 3 révolutions. La relativité restreinte, 1905, la relativité générale, 1915, et la physique quantique. Songez que quand on a élaboré la physique quantique, les seules particules qui étaient connues, c'était le proton, l'électron et le photon. 3. On pensait au neutron, mais on imaginait que le neutron, c'était un agglomérat d'un proton et d'un électron. Donc ce n'était pas une particule nouvelle. On pensait que c'était une particule composite. Et puis en 1932, on découvre le vrai neutron, on voit qu'il est élémentaire. Et à partir de ces seules données-là, on fait la physique quantique. Et 90 ans plus tard, on a toujours la physique quantique. Entre la période où elle a été mise sur pied et aujourd'hui, il y a eu des milliers de découvertes, de nouvelles particules, de nouveaux phénomènes, etc. Et aucune de ces découvertes n'a remis en cause le socle théorique qui était apparu à l'issue des révolutions dont j'ai parlé. C'est ça qu'il faut interroger. C'est pourquoi en physique, il y a si peu de révolutions, alors qu'il y a énormément de découvertes. Ça veut dire que les révolutions dont on parle ont une solidité qui leur permet de résister à tout ce qui va suivre. Et du coup, si la physique quantique, pour prendre cet exemple, est si efficace, on parlera peut-être du boson de Higgs. Le boson de Higgs a été découvert en 2012, 48 ans après avoir été prédit par les équations. Et la particule qu'on a découverte a exactement les propriétés qui avaient été calculées. C'est quand même pas un miracle. Ça veut dire que le formalisme quantique, je ne dirais pas qu'il décrit la réalité, mais au moins il la touche. Il la touche, il y a quelque chose qui répond. Je ne dirais pas que le réel est quantique. Je ne dirais pas, même pas qu'il y a quelque chose de quantique dans le réel. Mais je dirais que la physique quantique décrit bien notre interaction avec le réel, ce qui est déjà énorme. Et du coup, la physique a fait des découvertes théoriques ou expérimentales, dont certaines correspondent à ce que Merleau-Ponty appelait des découvertes philosophiques négatives. Pourquoi négatives? Ça veut dire que la physique n'a pas vocation à remplacer la philosophie, ni même à la contester, en tout cas pas à la coloniser, mais à propos de certaines questions philosophiques très particulières. Elle vient apporter des éléments, des résultats, qui viennent contraindre ou éclairer l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à ces questions philosophiques. C'est ça que ça veut dire découverte philosophique négative. Négative, ça veut dire que la physique ne vous dit pas ce que vous devez penser, mais elle vous dit parfois ce que vous ne pouvez plus croire, en matière de temps par exemple. Elle permet par exemple aussi une critique du langage. Est-ce que notre façon de dire le temps rend justice à ce que nous savons du temps? Est-ce que les façons qu'on a de le dire, les expressions qu'on répète à l'envi, sont fidèles aux connaissances que nous avons apprises en physique? Alors, il y a évidemment beaucoup de philosophes qui ont travaillé sur le temps, Kant, Aristote, Saint-Augustin, Husserl et beaucoup d'autres. Il ne s'agit pas du tout de nier la pertinence des systèmes qu'ils ont construits autour de l'espace et du temps, je pense à Kant par exemple, mais à un moment ou à un autre, si on a une forme d'honnêteté intellectuelle, on doit se dire, finalement, Kant a travaillé sur le temps, critique de la raison pure, magnifique bouquin, grande construction théorique, magnifique, mais Einstein a fait la théorie de la relativité, qui parle elle aussi du temps. Et donc, est-ce que le temps dont parle Einstein, c'est le même que celui dont parle Kant? Si la réponse est oui, est-ce qu'ils en disent la même chose? Ou bien est-ce qu'ils disent des choses différentes? Et s'ils disent des choses différentes, est-ce qu'on peut réconcilier les points de vue? Ou bien est-ce que le temps de la philosophie kantienne est en quelque sorte réfuté par la relativité restreinte? Voilà ce genre de questions qui, en fait, m'intéressent. Et si j'essaie de résumer mon activité pendant 30 ans, là, ce serait ça, c'est de dire, j'ai essayé d'explorer, sans le savoir, les découvertes philosophiques négatives qui viennent de la physique. Et donc, le résultat, c'est que le temps tel qu'il se donne aux physiciens, est un temps qui n'existe pas dans le langage. Le langage, notre façon de dire le temps, est une façon qui n'évolue pas. D'ailleurs, il y a un texte assez simple pour s'en rendre compte.
si vous lisez le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin, vous savez que c'est un livre qui s'appelle Le Temps, enfin c'est un chapitre, qui s'appelle Le Temps, que j'ai eu l'occasion de relire il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est un texte de 20 pages, très moderne, parce que Saint-Augustin, au IVe siècle après Jésus-Christ, remet en cause la philosophie d'Aristote, commence à penser de façon plus novatrice, on pourrait presque dire moderne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on lit ce livre en 2015, un livre qui a été écrit il y a plus de 16 siècles, on comprend tout. On comprend parfaitement ce que dit Saint-Augustin. Or, entre Saint-Augustin et nous, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu notamment Galilée, qui est le premier à introduire le temps dans une loi physique pour la chute des corps. Il y a eu Newton, il y a eu Einstein, il y a eu Boltzmann, il y a eu Dirac, qui tous ont modifié d'une façon plus ou moins violente la relation qu'il faut voir entre le temps, l'espace, la matière, l'énergie. Bref, ces gens ont changé notre façon de penser le temps en physique. Et donc, si on avait pris au sérieux ces découvertes, elles auraient eu un impact sur le langage. De sorte que si elles avaient, au cours du temps, modifié notre façon de dire le temps, au motif que notre façon de penser se serait elle-même modifiée, aujourd'hui, on ne pourrait plus lire Saint-Augustin. Saint-Augustin nous semblerait parler une langue étrangère, puisque le langage aura évolué en fonction des connaissances. Et ce que démontre le fait que nous pouvons lire Saint-Augustin, c'est tout simplement que nous parlons comme Saint-Augustin. Et qu'en 2015, nous parlons du temps comme Saint-Augustin. Et ce qui veut dire que le langage continue à répéter les mêmes phrases ou à se poser les mêmes questions, et que les découvertes positives que fait la physique ont peu d'influence sur nos façons de parler. Et ça, c'est pas du tout une façon de discréditer ou de relativiser Saint-Augustin. Je vous ai dit que je l'ai relu et j'ai remarqué, c'est assez facile à voir d'ailleurs, que les questions que pose Saint-Augustin sont exactement les questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est-à-dire, quel est le statut du présent ? Sachant que tous les instants du temps sont équivalents, comment se fait-il qu'il y ait un instant privilégié qui éclate un peu plus que les autres, qu'on appelle le présent, alors que son statut physique est neutre ? Ou bien, où est le passé ? Que devient le présent quand il devient le passé ? Où est-il ? Quel est le moteur du temps ? Qu'est-ce qui vous empêche de rester présent au même instant présent ? Quelle est la dynamique qui fait que le temps avance ? D'ailleurs, est-ce qu'il est vrai qu'il avance ? Est-ce qu'il est vrai que le temps passe ? À force de passer, il devrait finir par plus être là. Or, il est toujours là à passer, ça veut dire qu'il ne passe pas, etc., etc. Donc, il y a des jeux de langage, d'ailleurs, assez curieux chez Saint-Augustin. Le plus fascinant, c'est la question qu'il pose à la fin je crois, du deuxième chapitre, je ne sais plus, le deuxième ou troisième chapitre. Il pose la question suivante. Comment puis-je me rendre compte ? Comment puis-je à la fois être dans le présent et me rendre compte que le temps passe ? Incroyable. Pour observer un passage, il faut, si on prend l'image du fleuve, il faut être sur la rive. Quelqu'un qui serait dans un bateau coulant sur le fleuve, s'il ne regardait que son environnement local, il n'aurait pas l'impression de passer. Il verrait qu'il est stationnaire par rapport au flux. Donc pour avoir le sentiment d'un passage, il faut être sur la berge, et en même temps, il est emporté par le courant. Donc il faut être à la fois sur la berge et en même temps emporté par le courant. Une sorte de contradiction que Saint-Augustin a vue. Et donc, on touche là à des questions qui alimentent l'essentiel des programmes, des colloques sur le temps en physique. Quel est le moteur du temps ? Est-ce que ce moteur est physique ? Est-ce qu'il est lié à la conscience de l'observateur ? Est-ce que, comme le Saint-Augustin le pensait, c'est notre conscience qui fait passer le temps, au sens où elle temporalise les événements qui ne sont pas temporels, elle projette une grille de lecture qui est temporelle sur des événements qui ne sont pas temporels, ou est-ce que finalement le cours du temps, le moteur du temps n'a rien à voir avec la conscience ? C'est ça les questions posées. Alors, je ne sais pas si je voudrais enchaîner sur au fond, ce sur quoi s'appuie Saint-Augustin, c'est d'abord l'opposition entre Chronos et Tempus. C'est-à-dire, Chronos, ce serait le temps objectif, le temps physique, et Tempus, c'est le temps de la conscience, le temps subjectif, le temps éprouvé, le temps psychologique, et donc le temps irréversible. Et
selon Chronos, si on prend Chronos, il n'y a qu'un temps continu, qui est figuré par une ligne géométrique, et la physique recherche des lois immuables, indépendantes du temps. Donc on peut dire que, dans un premier temps, la physique a été, au fond, du côté de Chronos. Et elle a mis du temps à être du côté de Tempus, c'est-à-dire à s'interroger sur le temps éprouvé et sur le temps psychologique, comme au fond le faisait saint Augustin. Parce que Newton encore considère que le temps s'écoule uniformément et qu'il est indépendant du référentiel de lieu dans lequel on est et il va toujours dans le même sens. Et la mécanique de Newton décrit le mouvement dans l'espace à des instants successifs. Et ce qu'on peut dire, c'est que le temps coule identiquement à lui-même, indépendamment de tout ce qui se produit au sein de l'univers pour Newton. Et en fait, comment s'est fait le changement? C'est ça la question que je voudrais te voir aborder, pour passer de cette conception newtonienne à la conception qu'a eue Einstein, qui lui ne pose pas le temps et l'espace comme des a priori. Et en conséquence, qui montre que les durées qui sont mesurées par deux observateurs qui sont situés dans des référentiels différents ne donnent pas les mêmes résultats. Et donc, comment est-ce qu'une idée pareille a pu germer? Tu as expliqué que c'était une des grandes révolutions de la physique, mais comment une idée pareille a pu germer et comment Einstein a introduit le concept d'espace-temps qui remplace le concept indépendant d'espace et de temps. Et temps et espace ont été très longtemps entremêlés, et là, en même temps, on ne voyait pas ce concept d'espace-temps. Alors je voudrais que tu m'expliques comment est né ce concept d'espace-temps. Mais combien j'ai de temps? Ouais, ça... Alors quand on se casse, c'est toujours un peu comme ça. Il y a 1000 questions, et puis à la fin, il dit, en fait, la question qu'on va te poser, c'est celle-ci. Et en fait, avant, il y en a 1000. Et donc, comment je vais faire? Non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, je vais en redire quelques-unes. En effet, chez les Grecs, par exemple, il y a une opposition entre l'être et le devenir. En gros, les Grecs, ils voient qu'il y a une contradiction entre le changement, l'idée de changement, et le principe d'identité. C'est-à-dire, soit une chose demeure identique à elle-même, et elle n'a pas changé, de sorte que le changement devient impossible, soit la chose change, et à ce moment-là, elle cesse par définition d'être identique à elle-même. Et donc, les Grecs ont vu cette contradiction, et du coup, la prise en compte de cette contradiction a clivé la philosophie. D'un côté, il y a eu les philosophies de l'être, donc Parménide, qui nie le changement est une illusion. En fait, tout reste, l'être est invariant, l'être est identique à lui-même. Tous les changements que nous percevons sont des illusions. Et puis de l'autre côté, il y a Héraclite qui dit non, tout change tout le temps, il n'y a pas d'être, il n'y a que du devenir. Avec des choses ambiguës, parce que si tout change tout le temps, il y a quelque chose qui ne varie plus, c'est le fait que tout change tout le temps. Donc, il y a la loi qui dit que tout change, ne change pas. Donc on voit que la question de l'identité et la question du changement s'entremêlent l'une à l'autre. Et comment est-ce que nous avons résolu ce problème dans le langage courant? Par un truc assez spécieux en fait, qu'on retrouve d'ailleurs lorsque, vous savez, assez régulièrement dans les magazines, on pose la question est-ce que monsieur ou madame Untel, en général c'est un personnage politique, a changé ou pas? Est-ce que monsieur Hollande a changé? Et la structure de l'article est toujours la même. On dit oui, évidemment, il a changé de costume, il a maigri, il a changé de femme, etc. Bref, il a changé. Et puis, deuxième partie de l'article, mais en fait, non. Au fond, il est resté le même. Autrement dit, on n'arrive pas à penser le changement sans la continuité. Donc le changement dans la continuité, c'est une forme de pléonasme. Et en même temps, c'est une contradiction dans les termes, parce que s'il n'y a que de la continuité, on ne voit pas pourquoi à la fin il y aura du changement. Alors d'où vient ce petit jeu de langage que je résume trop rapidement là? C'est le fait que quand vous dites X change, X étant le sujet du verbe changer, ça peut être une personne, ça peut être un objet, bien réfléchissez et vous constaterez que X,
Quand vous dites que X change, ça signifie que le sujet du verbe changer, en l'occurrence X, est précisément ce qui ne change pas quand vous dites qu'il change. Quand vous dites X a changé, à la fin, le X, c'est le même qu'au début. Et ce qui a changé, c'est pas X, c'est quelque chose de X. La couleur de ses cheveux, son tour de taille, ou je ne sais quoi, mais c'est pas X. Donc, quand vous posez la question de savoir si M. Hollande a changé, il va de soi qu'à la fin, vous avez encore affaire à M. Hollande. Et ce qui a changé, c'est quelque chose de secondaire qui lui est attribué, qui lui peut avoir été modifié. Vous voyez comment le langage entremêle la notion d'invariance à la notion de changement. Autrement dit, pour penser le changement, il faut avoir un principe d'identité. Parce que sinon, ça sera un remplacement. Si à la fin, ce n'était pas le même sujet, ça voudrait dire que le sujet de départ a été remplacé par un autre sujet. Mais un changement, ce n'est pas un remplacement. Donc l'idée même de changement suppose la continuité. Alors, par exemple, quand vous regardez l'univers, Einstein, par exemple, il pensait, avant d'avoir été convaincu par des résultats que ce n'était pas vrai, il pensait que l'univers était statique. L'univers n'a pas d'histoire. Parce que pour Einstein, les lois physiques n'ayant pas elles-mêmes d'histoire, l'univers qui est soumis à ces lois ne peut pas avoir d'historicité. Je pense que vous avez tous vu à l'école ou au lycée des lois physiques dans lesquelles il y a le paramètre T, le temps, et il y a une chose qui s'impose, c'est que le paramètre T, dans les équations, ne dépend jamais de T. C'est quand même un truc très puissant, ça. C'est ce que voulait dire Newton quand il disait le temps est uniforme. Quand il dit que le temps est uniforme, il ne veut pas dire que le temps avance à vitesse constante. Il veut dire qu'il ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps. Il y a que tous les instants du temps se succèdent, sont à chaque fois différents, mais ils ont le même statut. C'est-à-dire le temps est le même, quel que soit l'instant auquel on le considère. Et donc, dans les équations de physique, le temps ne dépend pas du temps, ça veut dire que les équations de physique sont vraies à tous les instants du temps. Quand votre four à micro-ondes tombe en panne, alors qu'il a été dessiné il y a quelques années par des ingénieurs qui l'ont dimensionné à partir des équations de Maxwell, quand votre four à micro-ondes tombe en panne, vous dites « mon four à micro-ondes est tombé en panne ». Et vous pourriez dire, autre hypothèse, les équations de Maxwell ont changé. Et vous ne le dites jamais. Vous ne le dites jamais. Ça veut dire que vous pensez que les équations de Maxwell sont les mêmes, et donc si le four à micro-ondes ne marche plus, c'est parce qu'il est tombé en panne. Donc dans la vie quotidienne, vous utilisez déjà le fait que les lois physiques ne dépendent pas du temps, et les physiciens, ils étendent ce raisonnement sur des durées beaucoup plus longues, parce qu'ils voient des étoiles très lointaines, et donc ils savent que les lois physiques, je parle des lois physiques, pas des lois de la physique, elles changent. Newton, c'est pas Galilée, et Einstein, c'est pas Newton. Donc les lois de la physique changent. Les lois qu'on voit dans les livres changent. Mais les vraies lois physiques, elles ne changent pas. Okay. Et du coup, il y a une sorte de contradiction qui vient du fait qu'on ne comprend pas comment l'univers peut évoluer, alors même que les lois qui pilotent son évolution ne changent pas. Comment se fait que les lois sont invariantes alors que l'univers évolue? Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre, et c'est une conclusion à laquelle Einstein a eu du mal à se ranger, que ce qui change quand on dit que l'univers évolue, ce ne sont pas les lois, ce sont les conditions physiques. Ce sont les conditions physiques. C'est-à-dire que dans le passé, l'univers était plus dense, plus chaud, la densité d'énergie était plus forte, et donc les conditions changeant, l'univers évolue. Mais les lois qui pilotent cette évolution, elles ne changent pas. Et ça, peut-être dans la suite de la soirée, ça sera important, parce que, du coup, si vous voulez connaître le passé de l'univers, évidemment, vous pourrez regarder les étoiles lointaines et voir telles qu'elles étaient, les voir telles qu'elles étaient dans un passé très lointain, parce que la lumière a mis du temps pour vous parvenir. Donc quand vous regardez une étoile lointaine, vous la voyez telle qu'elle était quand elle a émis sa lumière. Et comme la lumière a mis du temps pour vous parvenir, vous la voyez à un âge beaucoup plus jeune que l'âge qu'elle a au moment où vous la voyez. Okay. Mais, comme vous le savez sans doute, dans les 300 000 premières années de l'univers, la matière était opaque à sa propre lumière. Donc il n'y a pas de lumière qui était émise par la matière. De sorte que si vous vous intéressez à cette période sombre,
où la matière était opaque à sa propre lumière, ben, il n'y a aucun objet que vous puissiez voir, puisque les objets n'émettent pas de lumière. Et donc la seule façon, c'est de faire des collisions de particules, comme on fait au CERN, et ainsi on recrée dans un petit volume d'espace-temps les conditions physiques de l'univers primordial. Les deux particules de haute énergie, elles cartonnent, dans un petit volume, elles concentrent l'énergie. Et donc, dans ce petit volume, les conditions physiques vont devenir, de façon très éphémère, les conditions physiques qui existaient dans l'univers primordial. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, ben vous verrez apparaître dans ce petit volume les phénomènes physiques qui avaient lieu dans l'univers primordial. Ce n'est pas une machine à remonter le temps, c'est juste que vous offrez pendant un très court moment à l'univers une cure de jouvence locale. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître l'univers primordial. Pas par des observations qui viendraient de la lumière que nous envoient les objets dans l'univers, mais qui vient d'expérimentation qui recrée les conditions du passé dans le présent. Maintenant, le passage de Newton à Einstein, je peux vous le faire en 5 minutes, mais je ne suis pas sûr que... Ça va 5 minutes? Oui. Alors, ce que dit Newton, c'est que, en effet, le temps est un paramètre à dimension, il est homogène, il est uniforme, il va dans une direction unique, donc il est irréversible, ce qui veut dire que tout instant du temps est un instant inédit, et qu'on ne peut jamais retrouver dans le futur un instant qu'on a traversé dans le passé. Ça, c'est Newton, et Newton dit lui-même qu'il ne sait pas quel est le moteur du temps, c'est-à-dire qu'il ne sait pas du tout ce qui fait que ça avance. Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent? Par quelle force êtes-vous obligé de suivre le cours du temps, alors que dans l'espace, il n'y a pas de cours. Vous pouvez rester où vous êtes dans l'espace sans problème, et dans le temps, c'est impossible. Vous êtes obligé de suivre. Quel est le moteur de cette dynamique? Newton dit, je ne sais pas, et je ne fais pas d'hypothèse. Et pour manifester l'existence de ce moteur, il met une petite flèche sur l'axe des temps qui désigne, de façon symbolique, la motricité du temps. Bon. Et pour Newton, le temps et l'espace sont complètement découplés. Il y a l'espace d'un côté qui est une certaine substance, il y a le temps à côté qui est une autre substance, puis il y a les objets matériels qui, dans cet espace et ce temps, évoluent au gré des phénomènes physiques auxquels ils sont soumis. Et la révolution va arriver en 1905, en effet grâce à Einstein, mais après qu'il y ait eu un gros travail théorique des physiciens qui sont arrivés à la fin du XIXe siècle à la même conclusion que celle que je citais tout à l'heure à propos de la physique moderne. À savoir que les deux piliers de la physique étaient à l'époque contradictoires l'un avec l'autre. Le premier pilier, c'était la mécanique. La mécanique de Newton, on en a parlé, y compris la mécanique céleste, y compris la loi de la gravitation, donc une physique incroyablement puissante. Surtout qu'au XIXe siècle, il y a eu l'épisode de la planète Uranus. Vous savez, Uranus avait une trajectoire qu'on pouvait mesurer, mais qu'on pouvait aussi calculer d'après les lois de Newton. Et à partir de 1823, on a vu qu'il y avait un petit décalage très léger entre l'orbite d'Uranus telle qu'on la mesure et l'orbite d'Uranus telle qu'on la calcule. Et les gens avaient tellement confiance dans les équations de Newton qu'ils se sont dit il doit exister une planète qu'on n'a jamais vue qui, par son effet gravitationnel sur Uranus, qui est très faible, va expliquer le petit décalage. Et donc, ils font des calculs. Les Anglais, notamment un type qui s'appelle Adams, fait des calculs. En France, on a Le Verrier et Arago qui font des calculs, qui présentent ça à l'Académie des sciences. Ça parle d'un succès terrible. Du coup, pris de dépit, ils envoient leurs calculs à un astronome prussien qui s'appelle Gall à Berlin. Ils envoient le manuscrit, je crois, le 23 juin 1843. Gall le reçoit au matin. Et le soir même, il pointe son télescope vers la position qui avait été calculée par les deux astronomes français. Et il voit un truc. Il attend un peu pour vérifier que ce n'est pas une étoile. Donc il vérifie que l'objet qu'il a détecté bouge un peu, c'est la preuve que c'est une planète. Et il découvre Neptune. Neptune, c'est la première planète qui est calculée par les équations de Newton
avant d'être découverte. C'est la première planète découverte par le calcul, si vous préférez. Et donc ça, c'est incroyable. Qu'on puisse prédire l'existence d'une nouvelle planète grâce à des lois comme celle de Newton, ça renforce le crédit des lois. En fin 19e, les gens ils pensent que Newton, c'est Dieu vivant. Enfin, il est mort, mais c'est Dieu vivant. Et simplement, quand on regarde sur quoi s'appuie la mécanique de Newton, je ne voudrais pas faire le prof, mais il y a 3 principes. Principe de relativité, principe d'inertie et principe d'égalité de l'action et de la réaction. Je m'intéresse simplement au principe de relativité, ça va prendre 2 minutes. Que dit le principe de relativité? Qui a été énoncé par Galilée, en fait par Giordano Bruno avant, mais ce principe, pour reprendre la fameuse expression de Galilée, dit que le mouvement est comme rien. Une phrase tout bête, le mouvement est comme rien. C'est-à-dire, quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. Et c'est ce qui permet le mouvement. Imaginez que quand vous êtes en mouvement, les lois physiques deviennent différentes, il y aurait une autre ambiance dans les TGV. Alors, quand je parle de mouvement, je parle d'un mouvement rectiligne et uniforme, en ligne droite à vitesse constante. Et quand vous êtes au bar du TGV, en ligne droite à vitesse constante, si vous laissez tomber votre tasse de café, par exemple, elle tombe à vos pieds exactement comme si vous étiez immobile à la cafétéria de la gare. Donc quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement, et c'est ce que dit le principe de relativité. C'est tout. Mais si vous l'appliquez à fond, il dit simplement que vous ne pouvez pas dire d'un référentiel qu'il est absolument immobile. Parce qu'il y a justement une démocratie des référentiels, ils sont tous égaux. Par exemple, cette salle, vous pouvez dire qu'elle est immobile. C'est un référentiel immobile. Vous pouvez le choisir comme un référentiel immobile et dire que dans cette salle incarne l'immobilité dans les vastes mouvements qui existent dans l'univers. Ce référentiel est immobile. Ok ? Sauf que par rapport à un autre référentiel qui sera en déplacement par rapport à ce référentiel-là, qui a le même statut que lui, vous ne pouvez pas dire qu'il est absolument immobile. Vous pouvez décréter par exemple que c'est l'autre qui est immobile. À ce moment-là, c'est celui-ci qui est mobile. Donc, comme le dit Galilée dans une autre phrase, ce qu'on appelle l'immobilité, c'est tout simplement un mouvement partagé. L'immobilité, c'est un mouvement partagé. Ce que j'appelle, vous êtes immobile par rapport à moi, non pas parce que vous êtes immobile, non pas parce que vous êtes absolument immobile comme moi, mais parce que nous participons du même mouvement. Donc, par rapport à moi, vous êtes immobile. Okay. Et donc, si vous dites ça, si vous croyez au principe de relativité, alors vous ne pouvez pas dire d'un référentiel qu'il est immobile dans l'absolu. Puisque, je répète, par rapport à un autre référentiel qui a le même statut, il apparaîtra comme mobile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le deuxième pilier de la physique du XIXe siècle, c'est l'électromagnétisme, qui décrit la lumière comme étant formée d'ondes, qui est donc, avec les équations de Maxwell, la théorie qui permet de décrire tous les phénomènes optiques, par exemple. Or, pour un physicien du XIXe siècle, la lumière est faite d'ondes. Les équations de Maxwell le disent d'ailleurs, la lumière c'est des ondes électromagnétiques. Sauf qu'un phénomène ondulatoire, c'est du moins ce qu'on pensait à l'époque, c'est un phénomène qui se propage dans l'espace en faisant vibrer quelque chose sur son passage. Par exemple, le son. Le son, c'est des ondes acoustiques qui se propagent par exemple dans l'air, mais si donc, le son, pour se propager, a besoin de l'air pour se propager. Si vous faites le vide dans une enceinte, si dans cette enceinte vide vous actionnez une cloche, ben, le son émis par la cloche ne se propagera pas, parce qu'il n'y a pas d'air. Donc il faut un support. Donc les physiciens se sont dit, ben, la lumière qui est formée d'ondes électromagnétiques, c'est la même chose. Il doit y avoir un support, qui permet à la lumière de se propager, et ce support vibre au passage de la lumière. Et ce support, on va lui donner un nom, on va l'appeler l'éther. Et pour être plus précis, on va l'appeler l'éther luminifère, c'est l'éther qui porte la lumière. Okay. Et on se demande, mais quelles sont les propriétés de l'éther? Ce truc qui est partout présent, qui remplit tout l'espace, quelles sont ses propriétés? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est élastique? Est-ce qu'il est pesant? Est-ce qu'il est massif? Est-ce qu'il est... Bon.
Puis en regardant, à partir des équations